Il y a 80 ans, le Japon capitulait, tournant la page d'un conflit mondial qui a profondément transformé le pays, de l'image de l'empereur au traumatisme du nucléaire. Ces événements ont laissé une empreinte durable dans la société japonaise. On retrouve Michael Luken, historien, directeur du Centre d'études japonaises de l'INALCO, auteur du livre à paraître Les occupants, les Américains au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Bonjour et merci d'être avec nous. Le 15 août Bonjour. 1945, l'empereur Hirohito annonce officiellement la capitulation du Japon. Comment ce discours a-t-il été reçu par la population japonaise à l'époque ? Alors évidemment, ça a fait l'effet d'une surprise, mais il faut bien comprendre que ça a d'abord permis d'abréger la guerre et de limiter les destructions sur le Japon. Si l'empereur n'avait pas procédé comme ça à la capitulation, il y aurait eu encore beaucoup plus de bombes larguées sur l'archipel, hein. Et puis les soviétiques auraient avancé, ils auraient avancé en Corée, et puis ils auraient avancé probablement jusqu'au nord du Japon, ce qui aurait changé la face de l'après-guerre en Asie de l'Est, hein. Après 1945, l'empereur Hirohito conserve un rôle symbolique mais perd son pouvoir politique. Comment s'est opérée cette transformation du statut impérial ? Ah, la transformation, elle a été faite par l'intermédiaire en fait des Américains qui s'installent au Japon à partir de septembre 1945 et qui, de façon méthodique et bien organisée, vont réformer la constitution japonaise, hein. D'abord en essayant de dialoguer avec le gouvernement japonais, puis voyant que les choses n'avancent pas à leur rythme, ont proposé une révision très importante de la Constitution qui n'a donné à l'empereur finalement qu'un rôle de symbole de la nation. Les Américains ont occupé le Japon pendant plusieurs années. Quelles réformes majeures ont alors façonné le Japon d'après-guerre, les principales conséquences politiques et sociales ? Ah, les réformes sont très très importantes et il faut bien comprendre que la constitution japonaise qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui n'a jamais été révisée, est à ce titre une presque exception, hein, dans les grandes démocraties d'après-guerre, hein. C'est vraiment les Américains qui ont piloté toute cette réforme après la Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr, ça n'a pas pu se faire sans la participation active des élites japonaises, de la société japonaise dans son ensemble, qui, d'une certaine manière, était prête aux réformes démocratiques qui ont été impulsées après 1945, parce que dès les années 20, pendant les années 30, alors même qu'il y avait déjà une répression militariste, et que cette répression allait être croissante, avaient des aspirations au pacifisme, des aspirations au progrès social, et donc c'est un processus en fait à deux que l'on observe au Japon, avec les Américains comme fer de lance, la société japonaise qui a accompagné. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres exemples, en Corée, en Irak, en Afghanistan, dans d'autres pays où les Américains ont cru qu'ils allaient pouvoir comme ça impulser la démocratie. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki ont profondément marqué la conscience collective. Comment cette mémoire est-elle transmise, enseignée aujourd'hui, notamment aux jeunes générations ? Alors, c'est quelque chose qui est très présent, bien sûr, hein, dans les consciences. Il faut quand même avoir en tête que jusque dans les années 60, c'est un phénomène qu'on retrouve un petit peu en Europe avec la Shoah, les voix ont été beaucoup moins entendues qu'elles ne l'ont été par la suite, hein, parce que tout le monde avait subi des traumatismes. Donc c'est un discours qui s'est construit peu à peu, et aujourd'hui c'est particulièrement important de faire ce travail parce que les survivants en fait disparaissent de plus en plus chaque année. Au dernier recensement, il y avait 120 000 survivants de Hiroshima et de Nagasaki. Maintenant, il y a 4 ans qui sont passés, ils doivent être une dizaine de milliers ou un peu plus. Donc, évidemment que dans ce processus-là, il est très important de faire circuler cette mémoire. Mais ce que je dirais, la plus grande différence avec ce qu'on voit en Europe, c'est que ce n'est pas quelque chose d'abstrait. J'ai l'impression qu'en Europe, en Occident, de façon plus générale, on a une vision un petit peu d'une représentation froide, épurée, d'une mort totale absolue, où la bombe explose et tout le monde et tout disparaît en dessous. C'est une vision, je crois, qu'on a au Japon, parce que c'est normal, les victimes, eh bien, elles étaient des victimes réelles, elles n'étaient pas des victimes lointaines. On en a une vision beaucoup plus doloriste. Donc la mémoire, elle est centrée sur la douleur des victimes. Ceci dit,
et c'est quelque chose qu'on a souvent répété, ça n'a pas entraîné une réflexion très profonde sur le pourquoi des bombes atomiques, pourquoi elles ont été envoyées, surtout que l'État a toujours pris soin de rester relativement en retrait des questions de mémoire, laissant les autorités locales, c'est-à-dire les autorités de Hiroshima et de Nagasaki, se débrouiller avec. Et où en est justement la perception et la peur du nucléaire au Japon aujourd'hui, surtout après les événements de Fukushima en 2011? Elle est toujours présente, bien évidemment. Le Japon est le fer de lance d'une voie internationale opposée à la prolifération nucléaire. De ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Je pense que la question du pacifisme, elle est encore très présente dans la société, et même si elle est effrayée par ce qui se passe actuellement, la rivalité sino-américaine notamment, je ne crois pas qu'elle soit prête à franchir le pas d'une réforme constitutionnelle qui, je le rappelle, nécessite une adoption par plus des 2/3 de l'Assemblée. Donc actuellement, la constitution japonaise qui interdit le recours à la guerre et par conséquent qui interdit aussi l'entretien d'une armée, fait qu'on reste dans un pays où le pacifisme est encore très, très présent. Merci Michael Lueken pour cet entretien, auteur du livre à paraître le 28 août, Les occupants, les Américains au Japon après la Seconde Guerre mondiale, aux éditions La Découverte. Au revoir, merci.